Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a préparation en gros et nous examinerons les questions, qui sont les plus urgentes et l'important de toute l'année du cours de morphologie. Un premier question, c'est un troisième sujet. Une femme de 56 ans est atteinte de tuberculose fibreux caverneuse chronique du poumon depuis 20 ans. Elle est entrée au département de néphrologie avec un syndrome de Rémy. Un test pour la présence d'amyloïdes dans les reins était positif. Quelle forme d'amylose est indiquée dans ce cas? On a ici, l'anamnèse. Il y a la femme et cette femme a la tuberculose fibreux caverneuse chronique. C'est-à-dire que c'est une maladie très chronique avec une destruction du parenchyme pulmonaire et c'est duré depuis 20 ans. Que c'est important. On a information que cette femme a un dommage des reins avec un syndrome de Rémy. Rémy, c'est-à-dire que cette femme a l'insuffisance rénale. Et bien sûr, ici, après le test, on a l'information qu'il y a l'accumulation d'amyloïdes dans le rein et ces réactions positives, c'est-à-dire qu'ici il y a l'amylose et sur cette micro-préparation, encore un peu de glomérulés avec l'accumulation de l'amyloïde pendant la coloration de cette réaction rouge qui est des nœuds détecter l'accumulation de l'amyloïde. Donc l'amylose, c'est l'accumulation et la production excessive et l'accumulation de cette protéine pathologique fibrillaire et l'accumulation dans les organes provoquée l'insuffisance de l'organe. Il y a différents types de l'amyloïde, c'est sur la structure, mais par la classification par l'étiologie et localisation de l'amylose, on a l'amylose primaire systémique, AL, secondaire, SAA. Il y a l'amylose leuqueux ou localisée, l'amylose sénile et l'amylose congénitale familiale. Quelle est la différence? Par l'amylose systémique primaire, la forme primaire, c'est la forme à cause de la production de l'amyloïde dans les cellules oncotiques, dans les B-lymphocytes oncotiques ou dans les plasmocytes oncotiques. C'est-à-dire que on doit avoir l'information que le patient a myélome plasmocytaire ou c'est peut-être quelqu'un très lymphome très agressif de cellules B. Mais ici on a d'autres informations que ces patients il y a la tuberculose chronique. Et c'est très caractère pour la tuberculose secondaire. Et l'amylose secondaire caractérisée de l'hyperproduction, de l'hypersynthèse dans le foie des protéines SAA.
chez les patients avec quelqu'un de maladie infectieuse chronique comme le tuberculose, l'ostéomyélite purulente, c'est peut-être le bronchectasie, quelqu'un l'abcès chronique de différentes localisations, mais habituellement c'est l'abcès chronique du poumon provoqué l'hyperproduction de l'amyloïde dans le foie, ou c'est peut-être l'MPM de la plèvre. Et cette forme, c'est la forme secondaire. Bien sûr, il y a une deuxième forme secondaire avec une production de amyloïde. C'est à cause de quelqu'un de maladie systémique auto-immune, par exemple comme le sclérodermie, le lupus érythémateux disséminé, l'amylose localisée. C'est le type de l'amylose qui se développe dans quelqu'un de tumeur neuro-endocrinienne, par exemple comme le cancer médulaire de la glande thyroïde. Et puis, nous aurons l'accumulation de l'amyloïde intercellulaire dans le tumeur, et ce processus un peu plus tard peut provoquer l'augmentation en volume de cette tumeur avec un déplacement de d'autres organes ou leur atrophie. L'amylose sénile, localisation principale de l'amylose sénile, c'est peut-être l'artère coronaire, les faisceaux cérébrales, ou c'est peut-être les faisceaux ou des îlots de la pancréas. Et l'amylose congénitale familiale, caractérisée de le trouble de synthèse de protéines fibrillaires, et cette forme caractérisée de l'accumulation de l'amyloïde dans des reins, le foie, dans le rein, et c'est aussi provoqué l'insuffisance de cet organe. Deuxième QCM, le nombre de 34 ans est mort dans un état comateux. Selon sa famille, selon sa anamnèse, après un voyage d'affaires dans un pays africain, il a développé des jaunisses périodiques. L'autopsie montre ce qu'ici, une radin, c'est volumineuse avec une pulpe noire d'ardoise, une fois pléthorique volumineux, gris-noir sur la section. La matière grise cérébrale est brune-gris. La matière blanche cérébrale contient de nombreuses petites hémorragies. Quelle maladie infectieuse peut-on soupçonner? Quel est votre diagnostic? Il y en a ici. Si on a la réponse correcte, c'est le paludisme dans ce cas. Et pourquoi? On a information que si patient après un voyage d'affaires dans un pays africain, c'est-à-dire que dans 100%, c'est l'infection, c'est l'infection spécifique. Par exemple, qu'elle est peut-être seulement dans le site partie. Bon, il y a le jaunisse périodique, et comment on sait, il y a les différentes causes de jaunisse, c'est peut-être le dommage du foie, c'est peut-être l'altération des érythrocytes avec une libération de cette composante d'érythrocytes, et c'est provoqué le jaunisse. L'autopsie, comme dans ce cas, l'autopsie montre une rate dense, volumineuse, avec une pulpe noire. Ici, on a la couleur noire, le foie pleurotique,
avec une pléthore, avec une augmentation en volume et un cœur a une couleur noire sur la coupe. Et la matière du cérébral, matière blanche cérébrale, contient de nombreux petits hémorragies, c'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un dommage de petits faisceaux, de petites circulations, et c'est expliqué l'hémorragie intracérébrale et bien sûr et le jaunisse, paludisme. Après la pénétration de cet agent infectieux, l'accumulation de cet agent dans l'érythrocyte, et ça peut provoquer la mort de cellules rouges de la sang. Et cet agent a une fonction comme la destruction des parois vasculaires, et c'est aussi peut expliquer le grand nombre de petits, très petits hémorragies, qui encore un caractère que c'est l'accumulation de l'agent infectieux, de malaria, de cette plasmodie dans l'érythrocyte, a provoqué la production et l'accumulation de couleurs spécifiques, de pigments spécifiques comme hémomélanine. Seulement pour le paludisme, très caractère l'accumulation, la production de l'hémomélanine, de cet pigment de couleur noire qu'on peut voir comme le grand nombre de petits points de couleur noire. Une autopsie d'un patient de 44 ans ayant des accidents de sténose mitrale révèle des poumons denses de couleur brune. Quel est le processus pathologique le plus probable dans le poumon? Un processus pathologique, c'est l'hémocidérose. Et pourquoi? Ici, on a deux mêmes cuissiers. Qu'est-ce que la congestion? Congestion, c'est l'accumulation de la sang veineuse. Il y a deux formes de la congestion veineuse. C'est peut-être la forme chronique ou la forme aiguë. Il y a la congestion veineuse générale et locale. Mais dans ce cas, c'est peut-être l'insuffisance cardiaque parce qu'il y a le sténose mitrale. Sténose mitrale, c'est le processus chronique et ça peut provoquer le trouble chronique de circulation sanguine dans le grand cercle et dans le petit cercle quand sera l'insuffisance de partie 3 de le corps cyste. L'insuffisance cardiaque provoquée la congestion veineuse dans tous les cercles, et dans le grand cercle et dans le petit cercle. C'est aussi peut provoquer cette congestion, cette pléthore veineuse peut provoquer l'hémorragie, l'érythrodiyabète, avec une destruction d'érythrocytes, avec une libération de la fer et de l'hème, et puis cette libération de fer donne la couleur brune parce que sera la production d'hémocidérine, de cette petite granule en couleur brune, et leur accumulation est dans les parois alvéolaires et intra-alvéolaires, un peu vu, et la présence des cellules des macrophages. Si hémocidérine,
c'est le pigment qui donne la couleur brune et un peu moins l'indoration brune. Ce terme est dans les différents organes et dans le poumon habituellement, ou c'est peut-être que comme l'indoration cyanotique de la rate des reins. Mais aussi dans cet organe, dans d'autres organes, on peut trouver l'accumulation de l'hémosidérine. Ici, il y a le même QCM, un patient ayant eu un accident de maladie rhumatismale long. C'est-à-dire que ici c'est le processus chronique est mort d'une insuffisance cardio-respiratoire. Une autopsie a révélé une sténose de l'orifice mitral ainsi qu'une endoration brune du poumon. Ici, encore une fois, il y a l'endoration brune du poumon. Quel terme définit le mieux ce trouble de la circulation sanguine? Insuffisance ventriculaire gauche chronique, parce qu'il y a le maladie rhumatismale et cette maladie qui est caractérisée de 4 stades de désorganisation du tissu conjonctif et à la fin c'est peut provoquer l'insuffisance ou le sténose de quelqu'un valve et puis bien sûr l'insuffisance de tout le corps. Bon. Et ici il y a le sténose de la valve mitrale. Le valve mitral se trouve dans la partie gauche de la cour, c'est-à-dire qu'ici il y a l'insuffisance ventriculaire gauche et chronique. Chronique parce qu'il y a le mot long, il y a le mot sténose. Sténose, c'est-à-dire que c'est processus chronique. Et il y a l'indoration brune des poumons, c'est-à-dire que chez ces patients, il y a le pléthore veineuse, congestion veineuse générale chronique. À l'autopsie, on a découvert qu'un homme de 60 ans souffrait d'une cardiopathie ischémique et d'athérosclérose des artères coronaires du cœur. Une section du myocarde présentait un feuillet blanchissant entouré de la zone d'hémorragie osseuse dans les parois antérieures et latérales du ventricule gauche, qui est le diagnostic le plus probable. Bien sûr, c'est l'infarctus du myocarde. Et pourquoi? Parce que cette patiente, il y a la maladie chronique comme le cardiomyopathie ischémique et à cause de l'athérosclérose des artères coronaires, c'est la cause principale de cardiopathie ischémique ou chronique. Parce que qu'est-ce que l'athérosclérose? C'est une maladie complexe et cette maladie caractérise de formation des plaques dans la lumière vasculaire, dans les artères de grande, de moyen calibre, de type musculo-élastique, habituellement, et provoquer la formation des plaques. Et cette plaque, bien sûr, pouvant obturer la lumière vasculaire et c'est provoquer le trouble de circulation, c'est-à-dire plus tard nous aurons l'hypoxie et comme le résultat c'est peut-être cardiosclérose diffuse ou s'il y a l'occlusion de 100%,
de 5% de la lumière de vaisseau, ça peut provoquer le mort, l'hypoxie et puis la mort des cardiomyocytes. Et cette mort des cardiomyocytes, c'est l'infarctus du myocarde. L'infarctus, c'est la forme ischémique d'une nécrose, c'est-à-dire que la cause principale, c'est l'ischémie. Ici, on a le cause, c'est l'athérosclérose. Et ici, la description de cette zone de dommage, c'est le zone blanc-jaunâtre. Le feuillet blanc-jaunâtre. Habituellement, le nécrose de coagulation, il y a cette couleur. Le nécrose de coagulation se développe dans les organes qui sont riches en protéines. Et dans cet organe, le nécrose, il y a cette couleur. Mais que si caractère la forme irrégulière de cet infarctus et la zone d'hémorragie. Les zones d'hémorragie au périphérie de ces zones de nécrose. C'est une description de l'infarctus du myocarde classique. Le cardiosclérose post-infarctus, c'est faux parce que le cardiosclérose, c'est comme les zones de quelqu'un dessous blanc-gris, dense et très mince. Cardiosclérose diffuse, c'est aussi caractérisé de grand nombre de feuillets du tissu de couleur blanc gris, myocardite, c'est d'autres, et le dystrophie. Pendant le myocardite, on peut trouver l'œdème interstitiel, ces processus purulents comme la formation d'abcès et dystrophie graisseuse du myocarde aussi c'est faux. Parce que la dystrophie graisseuse, il y a d'autres descriptions. C'est peut-être comme le dystrophie stromale pendant l'obésité, ou c'est peut-être comme le corps de tigre. Avec une formation des lignes. Une pilette de 4 ans qui a 3 jours d'antécédents de diphtérie présente à l'urgence, des symptômes du groupe. Les soins intensifs ont échoué et l'enfant est décédé à l'hôpital. Un post-mortem a révélé hépatie, d'hématome, costère tunique du larynx, la trachée et les bronches couvertes par la membrane grisâtre facilement séparée du tissu en dessous. Quel est le type d'inflammation le plus probable? On série un grand nombre de types de l'inflammation. Généralement, il y a l'inflammation aiguë et il y a l'inflammation chronique. L'inflammation aiguë caractérisée de la formation de quelqu'un d'exsudant, ou c'est peut-être avec une formation de l'ulcère, comme l'inflammation ulcéreuse, c'est le lit de l'inflammation du tissu adipeux, ou c'est peut-être quelqu'un en infection bactérienne du sang. Mais qu'on utilise habituellement, c'est l'inflammation aiguë avec un différent type d'exsudant. On a l'inflammation séreuse, fibrineuse, inflammation pseudomembraneuse, inflammation suppurée, purulente et avec une formation d'abcès, ou c'est peut-être l'inflammation hémorragique ou catérale. Je veux rappelez-vous les différences de ces de ces types d'inflammation. Inflammation séreuse, c'est le type d'inflammation qu'elle se développe au début de ce processus inflammatoire et caractérisée de la production et de l'accumulation des liquides clairs, jaunes,
etc. C'est peut-être aussi l'accumulation de cette liquide dans quelconque cavité, ou c'est peut-être l'accumulation intertissulaire. Inflammation fibrineuse caractérisée de présence de grand nombre de fibrinogènes, et puis on peut avoir la formation des fils fibrineuses sur la surface de l'organe. C'est peut-être l'accumulation des fils fibrineuses dans le liquide séreux, inflammation pseudomembraneuse. C'est aussi comme l'inflammation fibrineuse, mais se développe habituellement dans l'intestin, dans le côlon. Inflammation suppurée ou purulente, caractérisée de présence de grand nombre de neutrophils ou des cellules biogènes, et provoquer la transformation de liquide séreux en liquide purulent. Et cette liquide purulent, il y a une couleur jaune verdâtre, et on a 4 types de l'inflammation purulente. C'est le pustule, l'accumulation des pus dans l'épiderme, l'empyème, l'accumulation du pus dans les cavités pleurales, le phlegmon, l'inflammation purulente diffuse dans quelques tissus, c'est peut-être le tissu musculaire ou le tissu adipeux, etc. Et il y a la formation d'abcès. L'abcès, c'est aussi comme la forme de l'inflammation purulente. Il y a l'abcès aigu, il y a l'abcès chronique, et l'abcès chronique, il y a le membrane biogénique, il y a la capsule fibreuse, parce que c'est processus chronique. Inflammation hémorragique caractérisée de la présence d'érythrocytes dans les liquides après l'érythrodiabetes. Et l'inflammation cathédrale, c'est l'inflammation pendant qu'on peut détecter l'accumulation du mucus, et l'inflammation cathédrale se développe seulement sur les cavités, sur les membranes muqueuses. Bon, qui on a ici? On a ici et la gêne infectieuse, la diphtérie, le Corynebacterium diphtheriae provoque l'inflammation. Quel type de l'inflammation? On a le membrane grisâtre. On a la membrane grisâtre, c'est-à-dire que formation des membranes grisâtres. Ici, le type de l'inflammation fibrineuse, c'est l'accumulation des fibrines. Et on a deux types de l'inflammation fibrineuse. C'est l'inflammation crupeuse et l'inflammation diphtérique. Diphtéritique, l'inflammation crupeuse caractérisée de la séparation facile de cette membrane ou des fils fibrineuses. Et c'est comme l'inflammation superficielle. Il n'y a pas de dommage de tissus des cellules plus profondeur. Et l'inflammation fibrineuse diphtéritique caractérisée de ce processus profondeur et de destruction des cellules et des tissus. Et la séparation est très difficile, et cette séparation peut provoquer l'hémorragie et l'ulcération du tissu dans les organes. Un homme de 49 ans qui avait 10-14 jours
14 jours d'accident de pneumonie aiguë staphylocoque Leber dans le lobe inférieur gauche du poumon et décédé d'une insuffisance pulmonaire et cardiaque. Une autopsie a révélé dans le lobe supérieur du poumon droit une cavité ovale d'environ 5 cm de diamètre remplie de pus et reliée aux bronches. Quelles complications de la pneumonie aiguë ont eu lieu dans ce cas? Ici, il y a le patient avec une pneumonie aiguë à staphylocoque, c'est-à-dire que staphylocoque, c'est l'agent infectieuse bactérienne. Puis, on a que il y a la formation de cavité ovale d'un 35 cm de diamètre et rempli de pus. C'est la phrase principale et reliée aux branches. Et ici, il y a la formation de cavité avec l'accumulation des pus. Et cette cavité, c'est l'abcès pulmonaire. C'est la description classique de l'abcès. Dans ce cas, c'est la formation d'abcès pulmonaire aigu parce que ici il n'y a pas de capsule fibreuse. On peut voir ici formation de l'abcès aigu. C'est comme la zone de destruction du parenchyme pulmonaire. L'analyse histologique d'un échantillon de peu prélevé par biopsie chez une patiente de 24 ans permet de détecter une nécrose gazeuse entourée d'un infiltrat cellulaire constitué de lymphocytes parmi lesquels on observe une prolifération du tissu conjonctif et d'endovascularité. Caractériser ce processus pathologique. On a le patient et cette patiente très jeune et on a la nécrose gazeuse, etc. avec un lymphocyte. Les lymphocytes, ce sont comme les cellules qui ont le plus caractère pour la formation pour l'inflammation chronique, parmi lesquels on observe une prolifération du tissu conjonctif. S'il y a la description de prolifération du tissu conjonctif, c'est-à-dire que c'est processus chronique et l'endovascularité, l'inflammation des parois vasculaires avec une nécrose gazeuse au centre. Ici, il y a la description de formation de granulome syphilitique dans le centre il y a la nécrose gazeuse, puis après c'est les lymphocytes et formation du tissu conjonctif avec l'endovascularite. S'il y a l'endovascularite ou l'endovasculite, c'est dans 100% que c'est le syphilis. Et c'est-à-dire que s'il y a la formation des granulomes, c'est-à-dire que c'est inflammation granulomateuse. Et pour l'inflammation granulomateuse, on peut utiliser tout ce terme comme la prolifération. Et dans le boom syphilitique, on peut voir la présence des cellules géantes multinucléaires de Pyrogov-Langerhans. Il y a deux types de cellules géantes multinucléaires. C'est les cellules géantes de Pyrogov-Langerhans. Il y a les cellules géantes multinucléaires de corps étranger.
Et la différence principale, c'est l'localisation des noyaux. Dans les cellules géantes multinucléées de Pyrogoblanc-Gans, les noyaux se trouvent comme le fer du cheval dans les cellules de ces cellules géantes. Et dans les cellules de Purkinje, les noyaux se trouvent au centre des cellules. Et on peut voir ici que ces goumes syphilétiques se composent de ces cellules géantes et des grands nombres de plasmocytes, lymphocytes et l'endovasculite. Au cours de l'examen morphologique du crâne d'une patiente qui souffrait depuis longtemps d'ostéomyélite et était morte d'une insuffisance rénale progressive, on a révélé ce qui suit. Lipodéma assez eosinophiles homogènes dans le mésenchyme glomérulaire, les parois artérielles et le stroma qui colore le rouge lorsqu'il est taché de Congo rouge ou de rouge Congo. Quel est le processus pathologique? Il y a la description de l'anamnèse de cette patiente automyélite qui durait très longtemps. Encore, on a l'insuffisance rénale à cause de l'accumulation des masses eosinophiles homogènes dans le mésenchyme, dans les parois artérielles, et cette masse colore le rouge pendant l'utilisation du Congo rouge. Et comment on sait le Congo rouge, c'est le colorant que l'on utilise pour la détection d'amyloïdes. Et s'il y a cette forme secondaire de l'amylose, une femme de 60 ans en postménopause se sent malsaine et faible depuis environ 3 mois. Une étude grossière de son utérus cervical a révélé une lésion et une biopsie de ces os a été obtenue. Au microscope, une lésion composée de cellules malpighiennes atypiques, dont beaucoup présentant des mitoses pathologiques. La formation des pertes de kératine et également a été observée histologiquement. Quel est le diagnostic le plus probable? Le carcinome des cellules malpighiennes avec une kératinisation. Il y a les femmes un peu âgées, femmes en postménopause, et se sent malsaine et faible, c'est comme les signes cliniques. Une étude grossière de col de l'utérus révèle une lésion du col de l'utérus et on a information que cette lésion se compose de cellules malpighiennes atypiques. Il y a beaucoup de mitoses et ces sont mitoses pathologiques et avec une formation de pertes de kératine. Normalement, sur le col de l'utérus, il y a l'épithélium malpighien, mais c'est l'épithélium malpighien non kératinisé. Et s'il y a l'hyperproduction de kératine, c'est-à-dire qu'il y a le changement de fonction de ces cellules normales. Et on a dans la description sur le plan histologique, le grand nombre de cellules malpighiennes atypiques, un grand nombre de mitoses atypiques et les changements de
Fonction. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un de tumeur maligne, pour la description de tumeur maligne de l'épithèle malpighienne, on utilise ce terme comme le carcinome. Carcinome des cellules malpighiennes avec une kératinisation. Et s'il y a cette accumulation des cellules malpighiennes atypiques avec une hyperproduction de kératine, avec une formation de perles au centre de cette zone, de cette cellule atypique. On peut voir la lésion de la colle de l'utérus. L'étude histologique du node dans le gland mammaire a révélé des complexes de cellules épithéliales polymorphes atypiques de taille et de forme variées, et il y avait des espaces clairs au centre des complexes. Les cellules avaient des glands de grands noyaux avec présence de mitose atypique, diagnostiquer la pathologie. Ici, il y a la description de quelqu'un tumeur de la glande mammaire. Si ces glandes, c'est-à-dire qu'ici, le tumeur peut se développer des glandes tout doucement de cet organe. Mais ici, il y a l'information que des espaces clairs au centre du complexe des cellules atypiques, c'est-à-dire que si la formation des glandes, il y a la formation des glandes, et que c'est-à-dire que c'est tumeur des glandes. Et il y a encore les cellules épithéliales polymorphes atypiques, le taille et la forme sont variables. Les cellules ont des grands noyaux. C'est aussi comme le signe de quelqu'un processus maligne. Ce sont les signes de tumeurs malignes. Et on a l'information que c'est tumeur maligne et on a l'information que c'est le tumeur de la glande. Et le tumeur maligne des glandes s'appelle l'adénocarcinome. Adéno, c'est cette partie, c'est la racine de l'adénome, c'est comme les glandes, et carcinome, c'est le tumeur maligne de l'épithélium glandulaire. Une étude microscopique d'une tumeur a révélé la présence des cellules signées en une variante histologique. Ici, quelle variante histologique? Carcinome mucineux. Pourquoi mucineux? Parce qu'il y a la formation des cellules signées en nom. Et pourquoi? Pourquoi ici il y a la formation de ces cellules? Parce que dans cette tumeur, il y a l'hyperproduction des cellules tumorales du mucus et puis l'accumulation dans les cellules et c'est déplacé les noyaux aux périphéries de cellules et c'est donné une vue comme le signe, comme que ces cellules comme le signe un nom. Et vous avez beaucoup de questions où vous devez répondre. C'est l'adénocarcinome ou le carcinome mucineux. Carcinome mucineux, c'est aussi le type, le variant de l'adénocarcinome. Ici, il y a question. Attention sur question si vous devez diagnostiquer la pathologie, c'est-à-dire que vous devez
chercher quelque chose de général, c'est l'adénocarcinome, c'est le terme général pour la description de ce type de processus pathologique. Et dans cette cas, vous devez nommer une variante histologique. Une variante histologique de l'adénocarcinome, et c'est le carcinome mucineux. Question. Une étude histologique de la biopsie de l'utérus d'une femme de 45 ans a révélé des signes d'atypie cellulaire avec une membrane basale intacte. Quel est le diagnostic le plus probable? Qu'on a ici l'information. Mais ici, pas l'utérus, parce que ici, il y a l'épithélium urothélial, mais c'est l'exemple bien pour la description de ces situations générales. Il y a les signes d'atypie cellulaire, c'est-à-dire qu'ici il y a quelqu'un processus maligne, oui, et il y a l'information que la membrane basale intacte, c'est très important. Parce que la membrane basale, c'est comme le couche qui séparait l'épithélium et les tissus plus profondeurs. Si le processus, un processus oncologique, se développe, se trouve seulement dans l'épithélium et il n'y a pas de l'invasion dans la membrane basale, c'est s'appelle comme carcinome in situ. Carcinome in situ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en ce moment, il n'y a pas de métastase, etc. Et cette patient, elle est très bien pouvant avoir un très bien traitement, très effectif. Et bon, un homme de 20 ans a eu une nodule rougeâtre sur la lèvre supérieure qui se développe lentement et décide finalement de le faire enlever par une chirurgienne. Au microscope, le nodule est composé de petits faisceaux sanguins bénignes de la taille variable. Quel est le diagnostic le plus probable? Ici, il y a une localisation de la lèvre supérieure. Ce processus se déroule très lentement et décide finalement. Et au microscope, cette nodule est composée de petits vaisseaux sanguins bénignes. C'est aussi important. De la taille variable, c'est possible. On a l'information que c'est le tumeur bénigne vasculaire. C'est peut-être le tumeur bénigne du cellulaire endothélial, on peut se dire. Cette tumeur, il y a le nom comme angiome et on a deux types. Principal de l'angiome, c'est l'angiome capillaire et l'angiome caverneux. L'angiome capillaire se compose de petits faisceaux, comme la réponse correcte. Et l'angiome caverneux se compose des faisceaux de grand calibre. Habituellement, ce sont des faisceaux veineux et la localisation principale de l'hémangiome caverneux, c'est les organes internes, la membrane muqueuse. Et pour l'hémangiome capillaire, la localisation principale, c'est la peau, ou aussi c'est peut-être le muqueuse.
L'hémangiome capillaire microscopiquement se compose de très petits faisceaux. On peut voir les faisceaux avec une érythrocyte dans la lumière. Et l'hémangiome caverneux, on peut voir la dilatation des lumières avec une formation des cavités de ces faisceaux. Le tumeur du cerveau est diagnostiqué chez le patient présentant une hypertension intracrânienne qui augmente rapidement. Le tumeur enlevé d'une partie pariétale temporelle du cerveau avec une consistance molle et un motif bigarre d'une surface coupée. L'étude histologique a révélé un tissu néoplasique construit des cellules polymères avec des sites de nécrose et une hémorragie, qui est le diagnostic le plus probable. Glioblastome, oligodendrogliome, néphroblastome, arthrostome, bon, il y a l'hypertension intracrânienne qui augmente rapidement, c'est-à-dire que c'est comme le signe de quelqu'un processus agressif, c'est-à-dire que c'est le tumeur maligne. Localisation temporelle, c'est la localisation principale pour le glioblastome, mais on peut détecter le glioblastome dans les différents lieux. Consistance moelle, c'est aussi cette consistance, c'est aussi peut-être comme la caractéristique de nécrose. Et motif bingard, l'étude histologique révèle un tissu néoplasique construit de cellules polymorphes. Le polymorphisme aussi est le signe de cellules de tumeur maligne, avec des sites de nécrose et d'hémorragie. Et seulement le glioblastome. Le glioblastome, c'est le tumeur qui a le grade 4, c'est très agressif et très agressif tumeur qui peut provoquer la mort du patient très rapide. Et c'est le tumeur qui est caractérisé de grands nombres de nécroses et d'hémorragies. Sur la coupe et microscopiquement, on peut se voir ici sur la coupe les zones de nécrose, d'hémorragie. Ici, il y a le croissance dans la cavité du ventricule cérébral et microscopiquement, ici il y a la zone de nécrose avec une structure polycystique. Un patient de 63 ans excisé lors d'une intervention chirurgicale en raison d'une néoplase présentée au service de pathologie. L'examen général a révélé une lésion noire de c'est quelque chose d'étranger de 1,0 cm dans le rétine. L'aspect microscopique d'une tumeur a été caractérisé par des nids de cellules immatures avec un noyau excentrique, des macronucléoles proéminents et un pigment brun de cytoplasme. Ici, on a le grand tumeur de l'œil. Grand tumeur. Il y a le taille, localisation la rétine, le couleur noir. Et il y a la description microscopique de cette tumeur. Ici, il y a la description classique de mélanome. Mélanome, c'est le tumeur maligne des cellules mélanocytaires et du tissu mélanocytaire et macroscopiquement caractérisé de couleur noire peut se développer dans la rétine et sur la peau, sur la muqueuse, où il y a l'accumulation des pigments. Des pigments de la peau.
C'est très facile. Et marque dans les yeux et sur la peau, le mélanome a une couleur noire et peut avoir une grande taille. Mais vous devez laisser la description microscopique pour la différence de ce type de tumeur. Ici, on a les yeux avec une mélanome sur la peau. Et ici, il y a ces cellules avec une localisation de noyau au périphérie, avec un changement de cytoplasme, avec une vacuolisation de cytoplasme de ces cellules atypiques. Une étude radiologique de la tête d'un homme a révélé dans ses os maxillaires et mandibulaires de nombreux défauts aux parois lisses. Une étude histologique a montré une ostéolyse et une ostéoporose accompagnée d'une réparation osseuse insuffisante. Le test de laboratoire de l'urine a détecté la protéine Benz-Jones. Quel est le diagnostic le plus probable? Ici, réponse c'est myélome multiple. Le myélome multiple, c'est aussi cette tumeur qui est caractérisée de la présence des cellules plasmacytaires pathologiques en différentes tailles, formes de cytoplasme, de noyau, et ces cellules pathologiques produisent le protéine Benz-Jones. C'est l'accumulation de ces cellules dans les œufs, c'est peut-être les différents œufs, c'est tubulaire, ou c'est peut-être les œufs de crâne, par exemple. Ces cellules, après la production des enzymes, peuvent provoquer la destruction, la présorption des œufs. Et c'est comme l'ostéolyse, oui, et l'ostéoporose. Et c'est le multiple. Pourquoi multiple? Parce que il y a les différentes localisations. C'est le dommage de différentes l'os. Un homme de 66 ans est mort subitement sur le chemin de la salle d'opération. Une autopsie a révélé une hémorragie dans le graisse rétropéritonéale, une dilatation saculaire de la paroi de la aorte abdominale avec rupture de la paroi artérielle. Le défaut de la aorte avait porté un jeu et durcissement pireux des tissus environnants, mais la maladie la plus probable a entraîné la complication d'écrire. C'est l'athérosclérose. Parce que ici il y a la description de la dilatation des parois de l'aorte abdominale avec une rupture. Et on peut avoir ici il y a la destruction, il y a la séparation des parois de l'aorte avec une rupture, avec une formation de l'anévrisme comme la dilatation des parois artérielles, et puis avec une rupture, avec un saignement et l'accumulation de cette sang dans la cavité abdominale. C'est peut-être l'hémorragie dans la graisse rétropéritonéale. Et la cause principale de cette situation, c'est l'athérosclérose. Parce que l'athérosclérose caractérisée de l'accumulation de cholestérol, des lipides dans interparovasculaire, et cette accumulation
provoquer la formation de plaques athérosclérotiques et peut-être avec leur calcification, avec leur fibreuse. Et c'est tout, c'est provoquer de destruction et les vaisseaux perdent leur élasticité. C'est peut provoquer leur rupture. Bon. L'autopsie d'une femme de 58 ans a révélé dans le myocarde une grande feuille gris dense composée histologiquement de fibres rugueuses du tissu conjonctif. Elle était entourée de fibres musculaires hypertrophiées. Quels changements se sont produits dans le corps? Aujourd'hui, je montre vous l'infarctus du myocarde et on sait que l'infarctus du myocarde est caractérisé de la zone de couleur blanche jaune, entourée l'hémorragie, oui. Et si l'infarctus, c'est une zone très molle de tissu du myocarde. Mais si on a le grand feuillet gris couleur dense, et histologiquement composé de fibres rugueuses du tissu conjonctif. C'est très important. S'il y a la croissance du tissu conjonctif dans le quelqu'un tissu, c'est-à-dire que c'est processus chronique. Et l'infarctus, c'est le processus, bien sûr, aigu. Et ces zones entourées de fibres musculaires hypertrophiées. C'est-à-dire qu'ici, il y a la réaction compensatoire. C'est le cardiosclérose post-infarctus. Comme le résultat favorable après l'infarctus du myocarde, comme la guérison, cicatrisation de l'infarctus du myocarde, avec une formation du tissu conjonctif dans ce lieu sur l'infarctus du myocarde. La différence principale, c'est la couleur et la consistance. Et combien de temps c'est de durer? Une étude histologique d'un échantillon de la valvule mitrale d'une patiente décédée de complications du rhumatisme a révélé un gonflement de muqueuse, une lésion des cellules endothéliales et aussi une thrombie à la ligne de fermeture de la valvule, qui est le type d'endocardite rhumatismale, endocardite verruceuse aiguë. S'il y a le valve mitrale, et s'il y a seulement le gonflement du muqueuse, lésion des cellules endothéliales et aussi une thrombie, formation de quelqu'un cellule de quelqu'un thrombus, nouvelle thrombus. C'est tout. C'est la description de cette valve mitrale. La valve mitrale se compose du tissu fibreux, et tous les valves se composent du tissu fibreux, et sur la surface, les cellules endothéliales se trouvent. Oui, il y a le gonflement du tissu fibreux, il y a la lésion des cellules endothéliales, mais ici il n'y a pas de il n'y a pas de description de déformation de sclérose de cette valve, c'est-à-dire que c'est processus aigu. Et parce qu'il y a seulement les processus aigus, gonflement et lésion et formation de thrombus. Mais dans cette QCM, un homme de 56 ans ayant de long accident d'insuffisance cardiaque rhumatismale et meurt des symptômes de l'hémiplégie
Puis on s'amorce l'examen histologique de ces métrales valvules et on a révélé une sclérose. Et cette sclérose pas facile, c'est la sclérose sévère, une collection nodulaire des cellules inflammatoires. Il y a la végétation qui se compose principalement des plaquettes de fibrine. Ici, vous avez la description que c'est un processus très long. Et ici, il y a une description de déformation des valves, c'est-à-dire que c'est un processus chronique. C'est le type récurrent de l'endocardite. Une autopsie a révélé que le poumon gauche était enflé, ferme avec des fibres de fibrine sur la plèvre. Sur une section coupée, le tissu pulmonaire avait une coloration grise. Un liquide trouble a coulé à la surface. Quel est le diagnostic le plus probable? Il y a le poumon gauche, enflé, ferme, avec des fibres de fibrine sur la plèvre. Et le tissu pulmonaire, il y a la couleur grise. Et il y a l'œdème. Et la couleur grise, c'est-à-dire que c'est le troisième stade de la pneumonie. La pneumonie comme l'hépatisation grise. Oui. Et c'est-à-dire, et ici la description que tous les poumons enflés et tous les poumons en couleur grise, la couleur est homogène. Et c'est-à-dire que c'est comme la pneumonie lobaire. Et qu'est-ce que la pneumonie crepose? La pneumonie crepose, c'est le type de pneumonie qui est caractérisée de la pneumonie, de l'inflammation du parenchyme. Et plus, il y a l'inflammation de la plèvre. Il y a la pleurésie fibrineuse. Il y a la pneumonie, il y a la pleurésie fibrineuse, c'est-à-dire que c'est la pneumonie crepose. S'il y a ces deux formes morphologiques. L'appendice retiré, ses patients étaient recouverts d'incrustation fibrine porale. Je pense que c'est fibrineux, c'est poralin. Un accident poralin s'est infiltré dans toutes les couches de l'appendice. La destruction de la muqueuse était évidente. Quel est le diagnostic? Il y a l'appendicite, il y a l'accumulation de l'exudat porolin dans toutes les couches de l'appendice. S'il y a ces descriptions, c'est-à-dire que c'est l'inflammation phlegmonose. L'inflammation phlegmonose, le phlegmon, c'est l'inflammation porolin diffuse dans quelqu'un couche, dans quelqu'un tissu. Et il y a la destruction de la muqueuse, c'est la formation de l'ulcère, bien sûr. Et si on a l'inflammation porolane, il y a la destruction, c'est-à-dire que c'est l'appendicite ulcéreuse. L'appendicite simple, c'est caractérisé comme l'inflammation ulcéreuse avec un œdème. L'appendicite suppurative, non, parce que s'il y a la formation de l'ulcère gangréneuse, l'appendicite gangréneuse, c'est tellement en couleur noire, c'est processus sèche et la cause principale c'est l'ischémie. Et l'appendicite superficielle, c'est la forme qu'elle caractérise de l'œdème interstitiel de présence de seulement quelqu'un de petit nombre de neutrophiles dans le muqueuse.
Un examen microscopique d'une biopsie du côlon a révélé un défaut superficiel d'une muqueuse, d'une diminution du nombre de cellules globulées et une manquée de muqueuse. On a outre une infiltration lymphoplasmocytaire considérable avec présence de leucocytes segmentés et d'éosinophiles a été définie. Choisissez le diagnostic le plus probable et le plus exact. Un colite ulcéreuse non spécifique en cas d'exacerbation maladie de Crohn, colique ischémique chronique, dysenterie au troisième stade, un mébias de l'intestin avec formation de l'ulcère. Pourquoi le colite ulcéreuse non spécifique? Parce qu'il y a le description spécifique de cette colite ulcéreuse. Il y a la formation de grand nombre ulcères sur la muqueuse de cette colonne et le rétrocolite ulcéreuse. Le colite ulcéreuse caractérisé de la dommage de l'altération superficielle. L'inflammation se développe seulement sur la membrane muqueuse. C'est tout. C'est comme le processus inflammatoire supérieur superficielle est provoquée la formation de pseudopolypes. On peut voir la formation de l'abcès dans le membrane muqueuse. C'est comme le crypte abcès. Et pour la différenciation avec une maladie de Crohn, la maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire aussi, et cette maladie caractérisée de le processus profondeur avec une sclérose, avec une déformation des parents de l'organe où se trouve ce processus. Et le Crohn, maladie de Crohn caractérisée de formation des granulomes non spécifiques. Il se compose de cellules épithéloïdes, lymphoïdes et des cellules géantes multinucléées. C'est pour la différenciation, pour la rétrocolite, c'est la formation de l'abcès et c'est le processus inflammatoire superficiel. Et maladie de Crohn, c'est la sclérose de tous les parts, c'est l'inflammation de tous les parts et la formation des granulomes. La biopsie du foie est effectuée chez le patient présentant des symptômes d'ictère, parenchymateux et d'hypertension portale. L'étude histologique a révélé une dystrophie grasseuse des hépatocytes, une destruction d'une faisceau hépatique et d'une structure lobulaire et une formation de polypes et de ganglions régénératifs. Celle-ci est accompagnée d'une formation de septés fibrineux porte-portal et d'infiltrats lymphomacrophagés périporteux. Quel est le diagnostic le plus probable? Le cirrhose du foie. Ici, il y a quelques signes spécifiques, quelques signes principaux de formation de cirrhose. Il y a le symptôme d'ictère, c'est-à-dire qu'il y a l'insuffisance de l'hypertension portale. L'hypertension portale, c'est aussi comme la complication de cirrhose du foie. L'étude de dystrophie grasseuse d'hépatocytes. Bien sûr, c'est peu se développe pendant la cirrhose du foie parce qu'il y a l'hypoxie chronique, destruction d'une faisceau hépatique et d'une structure lobulaire, formation des polypes. C'est principal signe histologique de le cirrhose du foie.
Et il y a la formation de septes fibrineux. Il y a la croissance du tissu fibrineux, c'est-à-dire que c'est le cirrhose. Et infiltration lympho-macrophagiale. Inflammation chronique, croissance du tissu fibreux avec une formation d'effets loupes de ganglions régénératifs. Et dans cette loupe, on peut détecter le dystrophie graisseuse et les nécroses du parenchyme du foie. Et bien sûr, comme le résultat, c'est les signes comme le jaunisse et l'hypertension portale. L'autopsie d'un homme de 109 ans a révélé que la pierre de Gorille remplaçait tout le bassin rénal d'un rein droit. Le rein a été agrandi hyperémique avec la capsule retirée à peine les cavités du bassin et du calice ont été dilatés, remplis d'un liquide visqueux, jaune verdâtre et trouble. Quelqu'un trouble. La couche muqueuse a été faible avec quelques hémorragies. Une étude de la surface de la coupe a montré un motif bigard du tissu du rein avec des taches jaunes jusqu'à 1 cm de diamètre. Quelles complications de la néphrolithiase se développent? Le pyélonéphrite chronique avec une exacerbation. Pourquoi le pyélonéphrite chronique avec une exacerbation? Parce qu'il y a les signes des exacerbations comme l'hyperémie de capsule, il y a le pain, il y a la présence de liquide jaunâtre verdâtre, oui. Et il y a la formation des taches jaunes jusqu'à 1 cm de diamètre. C'est-à-dire, ces taches, ce sont l'abcès, ce sont la formation d'abcès sous-capsulaire dans le rein. Et quand il y a la formation de cet abcès, c'est peut-être comme le pyélonéphrite aigu, ou c'est peut-être comme exacerbation. Parce que ici il y a la description du processus chronique. Une femme de 48 ans souffrait d'insomnie, incapacité de dormir suffisamment, mauvaise rêve, de fatigue, d'irritabilité, d'exophthalmie, protubérance des yeux et de tachycardie. Le gland thyroïde a été élargi. Elle est décédée rapidement en raison d'une insuffisance cardiovasculaire. L'étude histologique du tissu thyroïdien a révélé une prolifération de l'épithélium avec une formation des papillaires, une colocation colloïdale, une infiltration lymphocytaire et plasmocytaire et la formation des follicules lymphatiques avec un centre germinal goitre toxique diffuse. Ici, il y a la description de clinique classique du goitre avec une hyperthyroïdisme, avec une hyperfonction. Et par la différenciation de goitre toxique diffuse et de thyroïde Hashimoto, il y a les mêmes signes et il y a les différences. Quels les signes? Les signes, c'est infiltration lymphocytaire et plasmocytaire avec une formation des follicules lymphoïdes avec un centre germinal. Et il y a dans la maladie de Behçet et il y a dans le thyroïdite auto-immune avec une formation des
liquide. Quelles sont les différences? Pour la water toxique diffuse, maladie de BZ2, c'est la prolifération de l'épithélium très caractéristique. Ce processus est une formation des papillaires dans la lumière des glandes thyroïdiennes. Et pour la thyroïdite de Shimoto aussi caractérise la croissance accrue d'un tissu conjonctif avec une formation de nodules, avec l'atrophie de la glande et changement de la taille, etc. Une femme de 48 ans avec un flux sanguin de graisse provenant de ses voies génitales a eu un curettage diagnostique de sa cavité utérine. La recherche microscopique de matériel du curettage utérin a révélé un amincissement d'une couche muqueuse, une réduction du nombre de glandes endométriales, une fibrose d'un stroma et une infiltration de certaines cellules lymphoïdes. Endométrite atrophique chronique. Pourquoi endométrite? Endométrite est chronique. C'est que c'est comme l'inflammation chronique de la muqueuse de l'utérus de l'endomètre. Et pourquoi il y a ce processus inflammatoire chronique? Parce qu'on peut voir le fibrose du stroma, l'infiltration de certaines cellules lymphoïdes, deux signes principaux de l'inflammation chronique. Et pourquoi atrophique? Parce que on a l'âge et on a la réduction du nombre de glandes endométriales. Je pense que c'était facile. L'autopsie d'un patient ayant des accidents de toxicomanie a révélé des nodules papilleux rouges pourpres et des taches sur la peau des membres inférieurs, sarcome de Kaposi. De plus, une pneumocystose aiguë, pneumonie. Un également était déterminé. Comment vous pouvez comprendre que c'est SIDA? Parce qu'il y a le sarcome de Kaposi. C'est comme du normaline que l'on peut voir seulement pendant le SIDA. Et si vous avez la description de quelqu'un processus infectieux, maladie infectieuse et de l'agent infectieuse qui est rare et qu'il ne peut pas trouver normalement dans le pratique comme le pneumokyste, c'est-à-dire que le sida, c'est comme le cytomégalovirus, le pneumonie pneumokystique, c'est le candidose, ceci, c'est comme les infections opportunistiques qu'elles se développent pendant l'immunodéficience. Un enfant de 7 ans présentait une évolution de la température jusqu'à 38,5 grade, une rhinite, une conjonctivite et une toux. Une enquête physique révélait des taches et des éruptions cutanées papilleuses blanchâtres comme du sang dans une muqueuse buccale. Le 4e jour est apparu une dyspnée rhinocécale pulmonaire humide. Bientôt, la difficulté à respirer a entraîné la mort du patient par l'asphyxie. Rougeole. Rougeole, parce qu'il y a bien sûr les signes cliniques classiques pour rougeole. Il y a l'information que c'est l'enfant, c'est-à-dire que le grippe c'est peut-être comme faux. Bon, d'accord. Il y a une rhinite, conjonctivite et le premier signe de
rougeole. Il y a l'éruption cutanée papuleuse blanchâtre. L'éruption cutanée papuleuse sur la peau, oui, il y a les taches blanchâtres. C'est cette tache du filature coplique. Et psoriasis, c'est très facile pour la détection de rougeole. Et bien sûr, ici, il y a description des complications de rougeole, c'est comme le pneumonie rougeole, comme la cause principale de la mort. Un enfant de 11 ans présentait une température corporelle pouvant atteindre 40 degrés, mais de tête aiguë, des vomissements, de l'anxiété, de la fièvre. En 4 jours, une éruption cutanée hémorragique, une oligurie et une insuffisance rénale ont entraîné la mort du patient. Une étude bactériologique à la préparation de fruitiers à partir d'une pharynx a révélé un méningocoque. Très bien, il y a le méningocoque, c'est-à-dire qu'ici il y a l'infection méningocoque. Les enfants, pourquoi méningococcémie? Parce qu'il y a la généralisation de processus. Il y a les signes de l'intoxication sévère, très sévère, pendant le nasopharyngite. On ne peut pas trouver cette grande intoxication. Il y a éruption cutanée hémorragique, c'est-à-dire que s'il y a le dommage, l'altération vasculaire et du système sanguin. Il y a l'oligurie, c'est-à-dire que s'il y a l'insuffisance rénale. Et l'insuffisance surrénale peut être causée de syndrome de Waterhouse-Friderichsen. C'est l'hémorragie dans le gland surrénal. C'est la cause principale. S'il y a une description de la généralisation du processus. L'autopsie du nombre de 48 ans ayant des accidents de fièvre typhoïde a révélé la présence de groupes de follicules lymphoïdes hypertrophiés dans l'intestin grêle. Les follicules dépassaient de la surface muqueuse et avaient une coloration gris-rouge, un aspect juteux, une surface qui rappelait gris et celui-ci. Une enquête microscopique a montré la formation de granulons. Préciser quels sont les stades et numéros de la typhoïde le plus probable. Je pense qu'ici, c'est facile parce qu'il y a s'il y a le mot comme l'hypertrophie des follicules lymphoïdes. C'est de nous. Il y a que les follicules des patients de surface muqueuse, il y a la couleur gris-rouge comme le cerveau et juteux d'une surface. Il y a l'hypertrophie des follicules, c'est-à-dire que c'est le gonflement médulaire. Une autopsie d'un patient de 68 ans a révélé des cavités pathologiques plurielles dans le poumon. Une étude microscopique a montré que la couche interne d'une cavité présentait des masses nécrotiques et une infiltration. Il y a les cavités pathologiques plurielles dans les deux poumons. Une étude microscopique a montré que la couche interne d'une cavité présentait des masses nécrotiques et une infiltration neutrophile diffuse. Celle du milieu contenant un infiltrat de cellules épithéliales, de lymphocytes, de cellules jeunes multinucléaires. La couche externe a été constituée d'un tissu conjonctif mature. Diagnostiquer la forme de tuberculose secondaire. Oui, bien sûr, ici il y a
l'information que c'est tuberculose parce que la formation des granuleux et il y a la présence de cellules inflammatoires spécifiques. Bon, il y a la destruction de parenchyme pulmonaire avec une formation de grand nombre de cavités dans le poumon. Et il y a que c'est peut-être bien sûr comme le processus aigu, mais ici il y a la description qu'il y a le capsule, il y a le couche externe, de cette cavité, et qu'elle se constitue d'un tissu conjonctif et conjonctif mature, c'est-à-dire que c'est la forme fibre caverneuse, c'est comme la formation de cette cavité. Fibre parce qu'il y a le croissance du tissu fibreux. L'autopsie du corps d'un homme de 50 ans atteint de tuberculose et mort de décompensation cardio-pulmonaire montre une affection lobulaire du poumon. Le lobe supérieur du poumon droit volumineux dans ce jaune sur la section s'effrite avec dépôt de fibrine pleureuse. Quel type de tuberculose secondaire? Ici, si la réponse correcte, c'est la pneumonie caseuse. Parce que il n'y a pas de formation de cavité. Ici, il y a la description du poumon comme pendant la pneumonie. Le poumon est agrandi en taille, dense, comme l'hépatisation. S'effrite, peut-être, et il y a l'accumulation de fibrine sur la plèvre, comme la complication de pneumonie. Et caseuse parce qu'il y a le colère le pneumonie, une pneumonie bactérienne, des staphylocoques, streptocoques, en couleur rouge ou gris, comme l'hépatisation. L'examen de la cavité buccale d'une lume a révélé une densité cartilagineuse ovale nécessaire légèrement élevée à la muqueuse buccale. Une seule viandée rouge était recouverte de dépôts sébacés grisâtres. Une enquête microscopique a montré une infiltration des lymphocytes situés principalement autour des vaisseaux sanguins. Il y avait aussi une prolifération d'endothélium dans les parois du vaisseau. Syphilis. Pourquoi syphilis? Parce qu'il y a la description. Je vais raconter aujourd'hui les composants du gomme syphilitique, et cette composant on peut trouver dans l'ulcère, dans cette chancre dure de syphilis. La cavité buccale, c'est comme le lieu de pénétration de cette tréponyme densité cartilagineuse ovale, ulcère élevée à la muqueuse buccale. C'est la description de cette chancre dure de syphilis. Et microscopiquement, il y a les lymphocytes qui se trouvent au périphérie autour des vaisseaux, et il y a la prolifération de l'endothélium. Il y a l'endovascularite. C'est le signe de syphilis. Une femme de 28 ans est décédée pendant la période postnatale. Une autopsie a révélé une endométrite purulente et une thrombophlébite des veines utérines, des abcès pluriels des poumons, des reins, de la rate,
En outre, il y avait une myocarditis apostemateuse, c'est-à-dire purulente, et une méningite purulente. Quel est le type le plus probable d'une septicémie? D'une sepsis. Je pense que c'est d'une sepsis. Septicopémie. C'est le sepsis parce qu'il y a le femme qu'elle est morte pendant la période postnatale, c'est-à-dire que il y a l'endométrite purulente. L'endomètre, les faisceaux sanguins dans l'utérus, c'est comme la porte de l'infection. Et puis après la pénétration de l'infection dans les vaisseaux, dans l'utérus, c'est provoqué et le processus purulent. Ces vaisseaux après l'accouchement sont ouvertes et ces processus provoquent les migrations de pus avec une thrombophlébite de l'utérine et puis cet utérus sera comme la source de formation de l'abcès, comme la source de pus. Et puis on a l'abcès, formation de l'abcès pluriel dans les poumons, les reins, les rate. Il y a le myocarditis empastemateuse, c'est-à-dire l'inflammation purulente du myocarde, et méningite purulente se développe. S'il y a la formation d'abcès, c'est-à-dire que c'est septicopémie. Pendant le septicémie, il n'y a pas de formation d'abcès. Rhiniosepsis caractérisée de l'atrophie générale de tout l'organisme et l'atrophie brune de l'organe interne se développe et on peut voir la croissance du tissu fibreux dans les organes. Et pourquoi pas l'endocardite septique prolongée? Pourquoi pas? Parce que c'est facile, parce qu'ici il n'y a pas de description de quelqu'un composant du corps. Il n'y a pas d'information de l'image du corps. Un homme ayant des accidents de blessures à membre inférieur présentant une pièce persistante d'une lésion a causé la mort par intoxication. Une autopsie a révélé une cachexie, déshydratation, atrophie brune d'une foie, du myocarde, d'une rate et des muscles striés croissés. En outre, il y avait une amyloïdose des reins. Quels sont les diagnostics énumérés les plus probables? Rhiniosepsis. Pourquoi c'est sepsis chronique? Parce qu'il y a les signes qui caractèrent pour quelqu'un processus inflammatoire chronique, comme cachexie, comme l'atrophie générale, déshydratation, peut-être. Atrophie brune, c'est quelque chose, c'est le processus pathologique se développe chez les patients avec quelqu'un infection chronique, quelqu'un oncologie par exemple, quand il y a le désnutrition de l'organisme et c'est provoqué l'atrophie des organes internes et de l'accumulation de l'hypofuscine dans les organes. Et bon, c'est tout. Si vous avez des questions, restez vos questions dans le chat sur la vidéo. Et merci beaucoup de votre attention. Au revoir.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a préparation. C'est-à-dire qu'il y a l'insuffisance de